La joie comme un acte de résistance. C'est le titre du premier album de Idols, le groupe de post-punk britannique le plus en vogue à l'heure actuelle. Joy as an act of resistance. L'énergie communicative que dégage ce groupe est une invitation à ressurgir hors de nos tristesses et de notre égoïsme. Et de fait, la résistance ne serait pas devenue un grand mouvement politique sans être d'abord une certaine disposition d'esprit, intérieure, personnelle. Ce mélange d'espérance, de goût de la liberté et sans doute de l'aventure que l'on retrouve chez la plupart des résistants. Ce sont certes les grandes occasions historiques qui font les grands hommes, mais aucune occasion n'est grande s'il ne se trouve d'abord un être pour la magnifier. Il faut relire la manière dont Vercors nous raconte sa décision d'entrer en résistance, avec deux hommes dont l'un, qui se nomme Randois, n'était manifestement pas de son bord politique. Ils traînaient tous trois leur peine et ruminaient silencieusement la capitulation française en attendant que le mess des officiers ouvre pour le dîner. Là, ils assistent à un spectacle qui leur arrache un sourire, puis un rire franc. Quelques canetons, brimballants, peinent à suivre leur maman sur ce sol encore mal assuré. Le dernier surtout retient leur attention. Tous les 6 pas, écrit Vercors, ils se cassaient la gueule et ils se relevaient et repartaient et s'empressaient d'un air martial et angoissé, couinant avec une profusion et une ponctualité sans faiblesse et se retrouvaient le bec dans la poussière. L'obstination du caneton, jointe à sa maladresse, force le respect des 3 militaires. Vient soudain la décision. Et alors voilà, écrit Vercors, Randois nous mit ses mains aux épaules et il s'appuya sur nous pour se lever et ce faisant il serra les doigts affectueusement et il nous fit un peu mal et il dit « à la soupe, venez, nous en sortirons ». La joie est là, dans ce parti pris de s'en sortir, dans cet accord avec un cosmos, certes imparfait puisque Hitler peut gagner et puisque tous les oiseaux manifestement n'ont pas la grâce des aigles, mais en lequel, à l'image de ce caneton, nous n'avons pas le droit de désespérer. La joie est là, non pas seulement comme but de l'engagement politique, mais à même lui. Joie de se rencontrer pour partager nos peines et notre point de vue. Joie de manifester, de battre le pavé. Joie de porter ou d'accueillir la contradiction. Hannah Arendt nommait power, cette faculté que l'homme a de quitter un bonheur seulement bourgeois, individuel, pour le gager dans une aventure collective. Or, le power se distingue de la seule puissance en ce que celle-ci n'est jamais qu'instrumentale, dit-elle. Par la puissance, strength en anglais, des hommes se rassemblent certes pour prendre le pouvoir, mais en oubliant de vivre cet engagement comme une première victoire, comme la plus grande des expériences politiques, car il n'en est pas d'autre. L'expérience politique pour Arendt est un événement, une action qui nous saisit collectivement, quoique rares en général sont celles et ceux qui osent se tenir à la hauteur de l'événement. L'expérience politique paradigmatique est pour elle celle de l'occupation des usines en 1936, dont Simone Weil nous dira par ailleurs qu'elle y vécut une joie sans mélange. C'est aussi celle que fit René Char en prenant le maquis, joie douloureuse des décisions qu'il faut prendre, joie endurante d'un désespoir qu'il faut chaque matin conjurer, joie que le poète sent qu'elle est le trésor secret des résistants et qu'ils peineront à la transmettre comme telle aux Français. Une fois le pays libéré, chacun retournera peut-être à ses petites affaires et à ses conflits de voisinage. La joie n'est donc pas seulement l'horizon de l'action politique, mais sa tessiture. Aussi ne gagne-t-on rien en s'engageant si on ne se laisse d'abord gagner par la joie de l'engagement. Si les fruits de nos actions sont incertains, surtout en matière politique, nos actions, elles, sont immédiatement réelles. Cette trop rapide incursion dans le champ politique me permet de finir notre cours par une réflexion sur la temporalité de la joie. Car à la fois, nous le voyons, elle nous engage pour le bien, elle est prospective, elle a le sens du jour qui se lève et ressemblera à ce que l'on en fera. À la fois, elle ne le fait que si nous sentons et que nous savons que tout déjà est là. Que la victoire, en un sens, c'est déjà de croire en la victoire. Comme le disait Simone Weil, alors que tous mes autres désirs sont tantôt efficaces, tantôt non, selon le hasard des circonstances, le désir du bien, lui, est toujours efficace. Car le désir de l'or n'est pas de l'or, au lieu que le désir du bien est déjà du bien. Mais c'est à Pascal que je laisserai le dernier mot, qui tient ensemble le parti pris du jour, tous ces actes que nous poserons aujourd'hui, et l'art de se laisser faire, de se laisser gagner par l'éternelle antécédence du bien sur le mal, de la lumière sur l'ombre, de l'être sur le néant.
Dernier mot qui était celui du mémorial de Blaise Pascal. Ce texte écrit après sa nuit de feu, comme il la nomme, cette nuit où il sut, avec le cœur, que tout est grâce. Dernier mot qui est un programme, qui est un envoi, en ce qu'il dit cette rencontre inouïe, et pourtant quotidienne, du don de l'être et de ma petite vie telle qu'elle est engagée dans ce monde. Dernier mot que voici, éternellement en joie, pour un jour d'exercice sur la terre.